Alors, on va commencer. Hmm. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, distingués participants, c'est un réel plaisir de vous avoir ici ce soir dans cette salle à l'occasion de cette session de Coffee of Integration, inscrite dans la dynamique particulière de la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO. Cette célébration est l'occasion non seulement de revenir sur le chemin parcouru par cette organisation régionale, mais aussi d'interroger avec lucidité ses acquis, les limites et les défis persistants de l'intégration ouest-africaine. Alors, parmi ces défis, figure en bonne place celui de l'exécution des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Car au-delà de l'affirmation des principes et de la reconnaissance de l'autorité des décisions du juge communautaire, demeure l'épreuve décisive de leur mise en œuvre effective par les États membres. Alors, pour en débattre, nous avons l'insigne privilège d'accueillir un praticien et universitaire dont le parcours épouse parfaitement les exigences du sujet. J'ai nommé le docteur Mustapha Fall. Docteur en droit public de l'Université de Nantes, le docteur Fall est enseignant-chercheur en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, faculté des sciences juridiques et politiques. Ses travaux portent sur le droit et la justice le droit constitutionnel, le droit international, les relations internationales ainsi que le droit des contrats extractifs. C'est nourri par une riche expérience institutionnelle, car notre intervenant du jour a en effet été conseiller technique auprès du ministre de la Justice, puis auprès du ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur. C'est donc à ce titre qu'il a accompagné l'État du Sénégal contentieux devant la Cour de justice de la CEDEAO. Son apport à notre discussion est d'autant plus précieux qu'il est l'auteur d'un ouvrage de référence sur les cours de justice africaine et l'intégration, publié chez l'Armatan en 2021, et co-auteur d'un ouvrage collectif sur les vues africaines de droit public et de sciences politiques paru en 2022 chez le même éditeur. Son parcours témoigne donc d'une double compétence scientifique et pratique qui promet un éclairage particulièrement fécond pour notre thématique. Mais avant de revenir à lui, nous allons euh, déjà laisser la parole au président de Terre pour un mot bienvenu. Après, nous dirons la parole à l'intervenant. Vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, pour l'usage de la parole. Euh, je suis très honoré de pouvoir assister avec vous euh, à cette session du Coffee of Integration qui marque le 51e anniversaire de la CEDEAO. La CEDEAO qui est l'une des communautés économiques régionales les plus dynamiques que nous avons sur le continent. Donc, il est toujours assez intéressant de savoir ce qui se fait de ce côté-là. Euh, dans le même état de fait, je remercie l'intervenant du jour, le docteur Mustapha Fall, qui est également, pour le souligner, un membre fondateur de la Société africaine de droit communautaire et qui, en son temps, lorsqu'il avait été sollicité à cet effet, euh, n'avait pas hésité à être des nôtres et à faire partie de cette entreprise. Donc, la Société africaine de droit communautaire, c'est aussi euh,
l'expression de son engagement au service de l'intégration régionale africaine de manière globale. La problématique qui nous réunit aujourd'hui, celle de l'exécution des décisions de justice des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO, rentre dans une problématique assez globale qui est celle de l'exécution des décisions de justice, qu'elles soient nationales, communautaires ou internationales. L'office du juge, ne le sait-on pas souvent, s'arrête au moment du prononcé de sa décision, mais ce sont les volontés politiques qui ont la charge d'exécuter les décisions de justice, surtout lorsqu'on se trouve à un niveau interétatique. Donc, il serait donc intéressant de savoir comment est-ce que, dans le cadre de la CEDEAO, les souverainetés nationales s'agrègent ou s'entendent pour donner vie au projet communautaire, parce que c'est aussi ça, ça fait partie de leurs engagements au titre du traité révisé de la CEDEAO. C'est une obligation de s'abstenir de ne pas, de s'abstenir de faire, de poser des actes qui contrarient le projet d'intégration, mais aussi des obligations positives dans le sens de l'exécution même des décisions de justice de la CEDEAO. Donc, je profite aussi de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les responsables de la CEDEAO qui seraient parmi nous à l'effet de souligner à leur attention que la Société africaine de droit communautaire a été très sensible et par ma voix tend la main à la Cour de justice de la CEDEAO dans le cadre de l'organisation du concours de procès de plaidoirie récemment remporté par l'équipe de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a comble de bonheur pour nous, était encadré par l'intervenant du jour, à qui nous adressons d'ailleurs toutes nos félicitations. Donc, sentez-vous saluer chacun en ce qui le concerne et aussi tous les participants. Merci de votre présence qui rehausse aussi maintenant et dans le cadre de nos échanges futurs, la qualité de nos discussions. Je vous remercie. Bonne conférence à nous tous. Merci, Monsieur le Président de la SADC, pour cette mise en perspective qui permet de comprendre qu'il y a entre l'énoncé législatif ou normatif et une réalité politique qui ne saurait être négligée. Alors, Monsieur le conférencier, cher Mustapha, nous vous remercions d'avoir accepté de partager vos vues Si. avec nous sur Merci. sur ce sujet. Et nous sommes certains que votre intervention contribuera utilement à enrichir notre compréhension des différents enjeux et tensions liés à l'exécution des décisions de justice de la Cour de justice de la CEDEAO. Je signale à l'assistance que cette conférence est enregistrée et sera diffusée sur les plateformes numériques de la Société africaine de droit communautaire. Donc, vous pourrez la retrouver en ligne très bientôt. Sans plus tarder, je vous propose, cher docteur Fall, de nous faire une présentation liminaire de 30 à 40 minutes, après quoi nous ouvrirons la discussion avec le public. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Fabrice, cher ami, cher collègue. Je voudrais saisir cette belle occasion pour remercier le président de la Société africaine de droit communautaire qui est devenu aujourd'hui une référence au niveau du continent parce que c'est une association qui aujourd'hui contribue véritablement à la diffusion, voire la vulgarisation du droit communautaire. Donc c'est le lieu pour moi de marquer ma déférence à l'égard du président. Je ne dois pas le cacher, j'ai été le secrétaire général de l'association dans ses fonds baptismaux. J'ai toujours dit au président, je n'étais pas un bon SG, mais ils allaient dire quoi faire et me permettaient, bon à mal an, d'être dans l'association et de pouvoir y contribuer. Alors, cela dit, il m'a été demandé de réfléchir sur un sujet, on va dire comme ça, une question
lassante et lancinante et qui préoccupe de plus en plus les États membres de la CEDEAO de façon générale. Alors, l'exécution des arrêts. Quand je discutais avec le président, je lui disais, mais ma préoccupation, c'est finalement l'exécution. Est-ce que ce n'est pas devenu une question de pont aux ânes, hein? Je parlais un peu comme Michel Vellari, tellement que la question a été évoquée et qu'aujourd'hui, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je vais devoir dire sur ce sujet-là? Euh, mais après, je me suis dit, mais peut-être quelques considérations d'ordre général pourraient être partagées à l'intention du public, mais également à l'intention des chercheurs, pour montrer qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un intérêt d'étudier la question de l'exécution des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, sur cette réflexion, j'emprunterai plus ou moins une approche très critique, mais vous comprendrez que c'est la logique aussi de l'exercice pouvant permettre un peu de faire progresser le droit communautaire. Alors, la Cour de justice de la CEDEAO, c'est une juridiction qui a été instituée depuis 1991. On va dire ça parce que le traité d'Abuja de 1975 avait prévu un tribunal qui n'a jamais fonctionné. Mais à partir des années 90, avec la judiciarisation des processus d'intégration, la Cour de justice a été instituée. Mais la Cour est plus connue à partir de 2005. La Cour est devenue même une sorte de, on va dire, une sorte de star, hein, une sorte de vedette même si vous voulez, parce que c'est à partir de 2005 que l'on commence à connaître la Cour de justice de la CEDEAO qui a une compétence générale hein, d'assurer le respect du droit dans l'interprétation des traités. Mais là de ça également, la Cour a une compétence générale en matière de protection des droits de l'homme sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Mais la Cour de justice de la CEDEAO également a été un peu critiquée. Hein. Certains ont même pu qualifier la Cour, si vous voulez, de militant des droits de l'homme. Certains auteurs ont préféré même parler de droit de l'homisation du contentieux communautaire, voire même la dénaturation du contentieux communautaire lié au fait que la question des droits de l'homme était devenue, si vous voulez, la question centrale de la Cour en termes de polarisation. Alors, la Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme, ce qui fait que ce type de recours étant, si vous voulez, un recours assez original lié au fait que la Cour de justice de la CEDEAO serait la seule juridiction devant laquelle on n'a pas besoin d'épuiser les voies de recours internes, ce qui d'ailleurs crée un malaise. Hein. C'est certains juristes qui se demandent au fond comment une juridiction pourrait être compétente, notamment lorsqu'elle est supranationale. Les ressources dans des États ont besoin d'épuiser les voies de recours au niveau interne. On peut reprocher beaucoup de choses à la CEDEAO, qui serait aujourd'hui la Cour de justice, qui serait victime de son succès. Hein. Moi, je le qualifie de péché originel, hein, l'accès direct à son préparatoire en cas de violation des droits de l'homme et également l'absence de catalogue aussi de protection des droits de l'homme. Alors, ce qui semble aujourd'hui de plus en plus conférer à la Cour une certaine singularité ou bien une certaine particularité. Mais la problématique de l'exécution des arrêts se pose avec la question de l'autorité de la chose décidée, hein, la res judicata. Aujourd'hui, la Cour de justice elle-même a considéré que la question de l'autorité de la chose jugée est même une condition de paix sociale. Parce que problématique aussi, nous devons le rappeler, se pose en droit international. Hein, tout le débat sur l'exécution des décisions de la Cour internationale de justice devant les juges étatiques. Mais l'inexécution d'une décision internationale, fût-elle communautaire ou, si vous voulez, internationale, est une menace à la construction de l'état de droit, selon les termes de Maurice Kamto. Dans l'espace de la CEDEAO, la problématique s'est posée sur le terrain du respect des droits de l'homme par les États membres. Respect des droits de l'homme par les États membres. Et aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO rend des arrêts sanctionnant la violation des droits de l'homme par les États membres. Et à ce propos, il est important de rappeler que les décisions de la CEDEAO sont exécutoires, sont exécutoires dans les ordres des États. Autrement dit, les États membres sont tenus de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires de nature à assurer l'exécution des décisions de
de la Cour. Mais dans cette réflexion, je crois, Monsieur le Président, il sera, pour ma part, de réfléchir sur le traitement qui est réservé, le traitement surtout au niveau interne qui est réservé aux arrêts de la Cour rendus dans les ordres juridiques des États. Ce qui fait que mon approche sera beaucoup plus jurisprudentielle, beaucoup de cas que nous évoquerons. Alors, du point de vue pratique, de 2003 à 2025, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu plus de 425 arrêts sur les 726 affaires que la Cour aurait connues. Et l'exécution de ces décisions est devenue un principe cardinal. D'ailleurs, l'article 25 de l'acte additionnel du 14 décembre 2025 relatif à la Cour de justice, et c'est lié peut-être d'attirer l'attention à l'intérêt public. La Cour de justice aujourd'hui s'est dotée d'un acte additionnel depuis décembre 2025, et cet acte additionnel abroge le protocole de 91, mais également le protocole de 2005. Donc désormais, il faudra citer l'acte additionnel de 25 comme étant l'unique, j'allais dire, comme étant l'acte communautaire qui régit, si vous voulez, la Cour de justice. Parce que les États aussi avaient cette volonté d'unifier les textes de la Cour. Alors, ce protocole sur lequel nous reviendrons, qui organise un peu les modalités d'exécution, mais l'autre élément important, c'est qu'il y a le protocole de la CEDEAO sur les sanctions contre les États membres qui n'honorent pas leurs obligations, un protocole de 17 février 2012. Et dans ce protocole, ce qui est intéressant, c'est que les États membres érigent l'exécution des arrêts comme une obligation, ce qui signifie qu'il appartient aux États membres d'en déployer les moyens, mais surtout également en cas de manquement lié à l'exécution de ces arrêts, sanctions pourraient être appliquées. En clair, sur cette question, le droit de la communauté reconnaît quand même une marge d'appréciation aux autorités en charge d'exécution. Et l'exécution des arrêts de la CEDEAO, il faut quand même le dire, reste aujourd'hui le talon d'Achille en raison de l'attitude des États membres qui se résignent souvent à prendre des mesures nécessaires lorsque souvent les condamnations de la Cour de justice de la CEDEAO comportent des injonctions de faire. Et ces injonctions, ça peut aller parfois demander à un État membre de modifier sa législation nationale, tout au moins même d'ordonner des libérations. Revenons sur quelques cas, ce qui fait naître aujourd'hui ce qu'on appelle le contentieux de l'exécution des arrêts de la CEDEAO, malheureusement, qui, de mon point de vue, reste sans avenir, lié à l'attitude de la Cour à l'égard de l'exécution de ces arrêts, de ses propres arrêts. Alors, eu égard à ces considérations, pour traiter de ce sujet, j'évoquerai deux points rapides. Le premier point, pour moi, l'exécution des arrêts de la CEDEAO, si vous voulez, de la connaître. Je reviendrai sur le dispositif mis en place, qui est un dispositif opératoire, mais aussi elle est, si vous voulez, et ça c'est la deuxième idée de mon intervention, elle est ignorée tout bonnement par les États membres, mais également par les juridictions nationales. Alors l'exécution conditionnée, ici très rapidement, c'est juste de dire qu'aujourd'hui, le protocole de 2025, à son article 24, prévoit très clairement qu'en réalité, l'exécution de toute décision doit se faire sous forme d'un titre exécutoire qui est soumis par le greffier de la Cour à l'État membre concerné en vue de son exécution. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'exécution de l'arrêt va tout simplement respecter ce qu'on appelle les voies de recours ou bien ce qu'on appelle les procédures civiles d'exécution. Mais le protocole insiste sur un mécanisme assez original, c'est que d'abord, il faut que les États membres désignent ce qu'on appelle une autorité nationale d'exécution. C'est-à-dire, selon le protocole, les États membres désignent une autorité nationale, une sorte de point focal, qui est chargée de recevoir, de traiter et d'exécuter l'arrêt, mais surtout de notifier ces désignations à la Cour. On peut donner notre expérience personnelle en tant que conseiller juridique du garde des Sceaux. Il nous est arrivé justement de constater que le Sénégal faisait partie des pays qui n'avaient pas désigné son autorité nationale. Donc finalement, les arrêts de la CEDEAO, on se demandait qui doit exécuter l'arrêt. Est-ce la Cour suprême, l'agence judiciaire ou le ministère de la Justice?
justement discuté avec l'autorité, ce qui avait permis de proposer un mécanisme d'exécution, notamment de confier l'exécution au ministère de la Justice, mais également à l'agence judiciaire de l'État. C'est pour vous dire que sur cette désignation d'autorité nationale, il y a une variation au sein de l'espace de la CEDEAO. Vous avez des pays, par exemple, qui vont confier cette exécution au ministère des Affaires étrangères. Vous avez des pays où c'est l'agence judiciaire de l'État. Vous avez des pays, vous avez aussi des pays où on a un ministère en charge des droits de l'homme. Mais l'autre aspect intéressant dans cette exécution conditionnée par le mode opératoire national, c'est que aujourd'hui, il y a une mise en œuvre qui est demandée, c'est-à-dire les États doivent communiquer à la Cour l'état d'exécution des arrêts. Et ce qui est intéressant aujourd'hui sur les 12 États membres, il faut dire comme ça, hein, parce que avec la création de l'AES, la CEDEAO a fait face à une crise, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 12 États membres. Alors, sur les 12 États membres, nous avons aujourd'hui 10 États membres qui ont désigné leur autorité nationale pour exécuter les arrêts. Alors, les deux États, je vais les citer, hein, qui restent aujourd'hui, pour ne pas dire qu'ils traînent les pieds. On a le Bénin et le Cap-Vert. Mais sinon, sur les 10 autres États membres, c'est des États qui ont envoyé officiellement des lettres de désignation des autorités chargées d'exécuter les arrêts. Alors, l'autre aspect aussi, et ça, il faut peut-être le souligner sur cette exécution conditionnée par le droit national, fois à des problèmes liés un peu à la disponibilité des données d'exécution. Bon, la Cour rend l'arrêt, mais la Cour n'a pas les moyens de suivre l'exécution. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'au fond, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Cour de justice n'a pas d'armée pour faire exécuter une décision. Nous ne sommes pas aux États-Unis où la Cour suprême des États-Unis, pour faire exécuter une décision, mobilise un peu la garde nationale. Et donc ici, la Cour rend l'arrêt et laisse le soin aux États, si vous voulez, d'en donner, si vous voulez, laisse aux États membres une intervention qui devient cette fois exécution ignorée. Alors, elle est ignorée de bonne foi ou de mauvaise foi, mais ce qu'on note, c'est que l'article 15 du traité de la CEDEAO prévoit très clairement que les arrêts de la Cour de justice ont force obligatoire à l'égard des États membres, des institutions de la communauté et des personnes physiques et morales. Mais la pratique montre, à bien des égards, que la plupart des arrêts de la CEDEAO, ce n'est pas l'essentiel, hein, parce qu'il arrive quand même que les États exécutent, surtout lorsqu'il s'agit des arrêts de condamnation pécuniaire, hein, voilà, payer l'argent auprès si vous voulez, le trésor public s'exécute. Hein. On aimait bien citer l'arrêt Adjara Toumane Korao, hein, qui est la célèbre décision de la Cour sur l'esclavage, où aussitôt que l'arrêt a été rendu, le trésor public nigérien s'est exécuté avec, si vous voulez, une amende de 10 millions francs CFA. Alors, il y a une ignorance par les États, mais aussi une ignorance par les juridictions nationales lorsque les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO concernent des affaires qu'on qualifie de pendantes devant ces juridictions nationales. Parfois, il arrive d'ailleurs que des magistrats se posent la question, est-ce que au moment de statuer sur une affaire, si la Cour de justice rend un arrêt, sanctionne les procédures internes de l'État, parce qu'il arrive souvent que la Cour rappelle aux États, il n'y a pas de mention de présence de l'avocat, et la détention, elle est arbitraire, les voies de recours n'ont pas été, si vous voulez, n'existent pas, et donc l'État est en violation de ses obligations, pour ne pas parler de manquement judiciaire. Alors, j'ai l'habitude de dire que peut-être, si vous voulez, il y a certains magistrats qui vont faire un peu je ne dirais pas de résistance, mais une sorte de chauvinisme judiciaire, hein, pour tout simplement considérer qu'au fond, l'arrêt de la CEDEAO ne les lierait pas. Mais ce qui est quand même intéressant déjà pour les États membres, généralement, quand on fait les statistiques, bon, pour des modestes sommes quand même, qui ne crèvent pas le trésor public de l'État, pour ne pas dire francs symboliques, hein, les États peuvent s'exécuter sans difficulté, hein, parce qu'il s'agit des amendes. Mais le problème va se poser lorsque les décisions vont toucher
des domaines que les États jugent politiquement sensibles. Politiquement sensibles. Il arrive même que des États manifestent leur souveraineté, objectent même la Cour au point même de menacer son existence. Mais c'est une question qui ne date pas quand même d'aujourd'hui. Parce qu'au début des années 2005, par exemple, la question s'était posée avec la Gambie. La Cour de justice a une compétence en matière des droits de l'homme. Alors, la Gambie a tout de suite, et la Gambie a, dans les affaires Ebrima, Mané et Moussa Sadihin, qui portaient sur des affaires de détention arbitraire, des traitements inhumains et dégradants de journalistes, le pays s'est réservé même à ne pas reconnaître déjà les décisions de la CEDEAO, et le pays a même porté une réforme à l'époque qui visait à demander la restriction des Nous avons perdu le docteur Mustapha Fall. J'espère qu'il sera parmi nous tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Tout à fait. J'en profite aussi à l'assistance des plus jeunes pour aussi remarques, des questions dans le chat. Et puis, l'assistance peut le faire progressivement au fil du déroulé de la présentation. Ça nous permet de gagner temps. Monsieur Fodekari, vous m'entendez? On va essayer de rétablir la connexion avec euh, le docteur Fall. Oui, Oui, c'est les aléas monsieur aussi le docteur Fall. du virtuel, hein, les aléas du net. Je crois que je suis revenu, Monsieur le Président. Oui, oui, Est-ce que vous me c'est recevez? Voilà, très voilà, bien. voilà. 5 sur 5. Alors, je vais terminer. Voilà, je termine sur. Donc, j'étais sur le point concernant l'ignorance par les États membres, leur hostilité et même le refus d'exécution des arrêts qui comportent souvent des mesures d'injonction. Alors, il arrive souvent que la Cour demande à ce que les États abrogent les législations nationales qui sont contraires. D'abord, on a une affaire qui a opposé Mohamed Rassoul Ndiaye et Alassane Lo contre l'État du Sénégal, où cette fois-ci, la Cour de justice de la CEDEAO va demander à l'État sénégalais d'abroger des articles de sa loi organique portant sur la Cour suprême. Pourquoi? Parce que la Cour avait considéré que la commission d'indemnisation des personnes victimes de longue détention, qui est instituée dans sa loi organique, ne prévoyait pas de voie de recours. Et donc, la Cour de justice de la CEDEAO a considéré que c'était contraire à l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et la Cour a demandé à l'État sénégalais d'abroger ces articles de sa loi organique. Mais l'État du Sénégal n'a pas encore abrogé. Il est arrivé aussi dans une affaire qui portait sur la loi sur le parrainage, où la Cour de justice de la CEDEAO a dit, et la Cour même va enjoindre l'État en disant que l'État du Sénégal, vous devez lever
tous les obstacles liés à la libre participation aux élections. Et que votre loi sur le parrainage doit être supprimée. La Cour le dit en ces termes, la suppression du système de parrainage. Alors, la loi est toujours dans l'ordonnancement juridique. Il y a aussi une autre affaire concernant la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et l'amnistie. Dans cette affaire, c'était un arrêté qui a été pris par un ministre de l'Intérieur en 2011 et l'arrêté interdisait la manifestation au niveau de l'avenue Maliksi et du Cap Manuel. Alors, la Cour de justice a considéré que cet arrêté du ministre de l'Intérieur viole la liberté d'expression. Alors, la Cour ordonne à l'État d'abroger l'arrêté. Alors, l'État du Sénégal n'a pas encore abrogé cet arrêté. Alors, je peux multiplier les exemples, mais je vais donner un autre exemple qui concerne la Côte d'Ivoire dans l'affaire Adjami Yasmine Marie-Jeanne, où la Cour de justice de la CEDEAO va ordonner à l'État de la Côte d'Ivoire de modifier sa législation nationale, la filiation successorale, conformément à ses obligations en vertu de la Charte africaine. Alors, mais il arrive aussi que la Cour de justice de la CEDEAO va jusqu'à demander ou ordonner même des États de procéder à des libérations immédiates. Libération immédiate. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. OK. Alors, donc, j'étais en train de dire qu'il arrive que l'État, la Cour demande à l'État de procéder à des libérations immédiates. On peut donner l'exemple de Mamadou Tandian, qui a opposé à l'État du Niger en 2010, où la Cour va ordonner la libération immédiate de Mamadou Tandian. Beaucoup plus récemment, dans l'affaire Bazoum, du 15 décembre 2023, la Cour de justice de la CEDEAO va demander la libération sans condition de Mohamed Bazoum et a même enjoint à l'État du Niger de se conformer sans délai au principe de convergence constitutionnelle par le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et la Cour va même plus loin. La Cour va même demander à l'État du Niger la remise du pouvoir d'État à Mohamed Bazoum. Alors la question, c'est de se dire, mais jusqu'où la Cour de justice de la CEDEAO peut aller lorsqu'il s'agit de demander à une junte militaire qui a l'effectivité du pouvoir de libérer et de remettre le pouvoir au président déchu. Alors, c'est une problématique de poser la question du réalisme dans la décision judiciaire. Hein. Est-ce que nous ne serons pas dans des situations de ce qu'on pourrait qualifier des arrêts impossibles à exécuter? Impossible à exécuter. Ben, il est clair que si un État refuse de modifier sa législation nationale, il est clair que la Cour n'a pas les moyens d'agir contre l'État. Et l'autre élément sur ce point avant de terminer, c'est que malheureusement, la Cour dit aux États de faire, mais une fois que l'arrêt n'est pas exécuté, dès lors que les particuliers reviennent à la Cour pour lui demander de constater le manquement de l'État du fait de l'inexécution de ces arrêts, alors la Cour dit ce type de recours n'est pas ouvert aux personnes physiques. C'est un recours qui est réservé aux États membres, qui est réservé également au président de la Commission, mais les particuliers ne peuvent pas. Alors, ce qui pose un autre débat, pourquoi? Parce que dans l'affaire Karim Wade, quand l'État du Sénégal a été condamné, M. Karim Wade est retourné à la CEDEAO pour demander la suspension de l'État du Sénégal aux instances de la CEDEAO pour non-exécution d'une décision qui a été rendue et a demandé à lever des mesures d'interdiction de sortie du territoire parce qu'on était au lendemain de l'alternance et donc il y avait une liste de nationalités qui interdit de quitter le territoire. De la CEDEAO a dit ce recours n'est pas contre l'État du Togo. La Cour va dire qu'en vérité, en faisant même injonction à l'État togolais, mais je dois juste préciser que l'idée derrière, c'est de ne pas s'ingérer dans le processus
d'exécution des arrêts. Alors, il y a l'affaire Choudba également, qui est contre l'État du Ghana, où cette fois-ci, la Cour suprême avait refusé d'exécuter une décision de la CEDEAO. Et quand on a saisi à nouveau la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO va tout simplement constater qu'il s'agit d'un recours à manquement devant être introduit par les États membres. Donc, face à toutes ces saisines, la réaction de la Cour de justice de la CEDEAO est très surprenante, parce que la Cour rappelle tout le temps que l'exécution des arrêts relève de la compétence exclusive des États et que la Cour n'aurait pas compétence de procéder ou de faire procéder l'exécution forcée des arrêts qu'elle rend. Bon, je ne suis pas en train de dire que la Cour botte en touche ou la Cour adopte la stratégie de ce qu'on appelle dans les relations internationales de la diplomatie de la poule mouillée, parce que les arrêts que la Cour rend comportent des mesures d'injonction, mais une fois qu'on revient pour faire constater le défaut d'exécution de ces injonctions, la Cour rappelle qu'elle est ouverte aux particuliers, quand bien même ça porte sur des questions de violation des droits de l'homme. On peut discuter. Mais il faut quand même regretter. Pourquoi? Parce que la commission de la CEDEAO aurait pu assumer le rôle de gardienne des traités. Autrement dit, en faisant constater systématiquement le défaut d'exécution des arrêts et saisir, en voie de conséquence, la Cour de justice de la CEDEAO pour manquement aux arrêts. Dernier point, c'est les juridictions nationales. Les juridictions nationales qui, à leur tour aussi, vont vraiment faire également de l'ignorance en contribuant au défaut d'exécution des arrêts de la CEDEAO. Par exemple, la Cour suprême du Ghana, en 2016, a considéré que dans l'ordre juridique ghanéen, les arrêts de la CEDEAO ne peuvent pas s'appliquer directement. Parce que l'ordre juridique ghanéen serait un ordre juridique dualiste. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel n'a pas tenu compte d'un arrêt qui a été rendu par la Cour de justice de la CEDEAO qui avait constaté que le code électoral burkinabé contenait des clauses discriminatoires parce qu'il était question d'exclure ce qui était lié un peu au régime de Compaoré. Mais le Conseil constitutionnel s'est fondé sur le droit interne pour déclarer conforme le code électoral burkinabé. Alors au Bénin, la situation va être beaucoup plus grave, où la Cour constitutionnelle du Bénin va même invoquer un défaut d'application du protocole de la CEDEAO pour refuser de reconnaître ces arrêts. Bon, ce qui est quand même une catastrophe pour le droit communautaire et le droit international. L'article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Aucun État ne peut invoquer son droit interne pour refuser d'exécuter une obligation internationale. Alors au Sénégal, la Cour suprême aussi, j'allais dire, c'est invité dans cette tendance. Pourquoi? Parce que dans une ordonnance, par voie de référé, quand le particulier a saisi la Cour suprême pour demander l'exécution de l'arrêt de la CEDEAO sur le parrainage, la Cour suprême n'en a pas tenu compte. La Cour suprême a préféré rappeler tout simplement que la loi sur le parrainage est déclarée conforme par le Conseil constitutionnel. Mais je pense que pour les juridictions nationales, ce qu'il faut juste regretter également, c'est l'absence d'utilisation du recours, ce qu'on appelle le renvoi préjudiciel, qui est un mécanisme de collaboration judiciaire qui aurait pu fonctionner. Mais dans l'espace CEDEAO, il n'y a pas encore de renvoi préjudiciel émanant d'une juridiction nationale. En conclusion, Monsieur le Président, je crois que le temps qui m'était imparti est terminé, mais je dirais tout simplement que l'effectivité des arrêts des cours de justice des États membres ou dans les États membres ne peut pas être garantie ou ne peut être garantie que par des modalités pratiques qui seraient mises en place par les États. Les juridictions communautaires n'ont pas d'armée ou d'instruments contraignants pour amener les États membres défaillants à exécuter les arrêts sur le territoire. Les cours de justice ne peuvent compter que sur la bonne foi des États ou sur la collaboration des juridictions nationales pour assurer de plein effet leurs décisions, car l'exécution des arrêts reste tributaire de la volonté des États. Les États restent les maîtres du jeu, il faut le dire, maîtres du traité, et n'hésitent pas à exprimer
une hostilité, voire même engager ce qu'on appelle le fameux backlash, souvent qui peut aboutir, si vous voulez, à la disparition des juridictions, voire même des attaques à l'égard de l'institution et parfois même des juges. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette invitation. J'en ai fini. Merci beaucoup. C'est bon, Fabrice, c'est bon, j'ai terminé. Fall? Ouais, il y a eu une coupure là. Ouais, Oui, à un moment, j'ai pas saisi là. j'ai- Mhm. ah, d'accord, j'ai dit que j'ai oui, tout à fait. J'ai dit que j'ai terminé l'intervention. Je vous remercie. Merci. Oui, oui. Merci beaucoup, docteur Fall. Merci beaucoup. Il y a un petit moment d'interférence, de coupure à la fin, mais j'ai saisi l'essentiel. Donc, merci déjà pour cette présentation très pédagogique, hein, très pédagogique et qui a tenu dans les temps. Elle a 30 minutes, donc les fois dans les temps. Rapidement, les deux points essentiels de l'attention, et la communication avec la Cour en termes de transmission des rapports ou des disponibilités des données, mais également le second axe qui est celui d'une exécution ignorée par les États membres à travers le refus d'exécution des arrêts, comportant des mesures d'injonction particulièrement, et l'ineffectivité du contentieux de l'exécution des arrêts, mais également une exécution ignorée par les juridictions nationales qui opèrent une sorte de résistance judiciaire euh, et une absence de collaboration. On peut dire là il n'y a pas de dialogue de juge entre la juridiction communautaire et les juridictions nationales. Mais ce qu'on remarque aussi en filigrane, c'est que la Cour de justice, la CEDEAO, comme on le dit souvent, et vous l'avez confirmé, fait œuvre d'une jurisprudence très enthousiaste, très innovante en matière de droits de l'homme. Et je pense qu'on reviendra là-dessus tout au long des débats. Tout au long des débats. On va ouvrir la salle pour quelques questions. Pour quelques questions. Mais peut-être pour commencer, une question pratique. Moi, je vais peut-être partir par là, en attendant que les uns et les autres manifestent. Euh, Une première question pratique. Selon vous, quel est le principal obstacle à l'exécution effective des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO? Parce il y a eu plusieurs raisons évoquées, mais je remarque quand même aussi que les États agissent de manière ambivalente. Euh, il y a quelques jours, se réunissait au Bénin, justement, un pays qui n'a pas encore désigné une autorité nationale d'exécution, l'association des organes nationaux d'exécution des décisions de la Cour de justice, présidée par le président de la Cour de justice, qui est un Cap-Verdien. Euh, donc, rapidement, on peut se demander, ces deux pays qui sont impliqués de manière, comment dire, institutionnelle dans la mise en œuvre des décisions, n'ont pas encore créé de mécanisme en interne. Bon, il y a un comportement plus ou moins ambivalent là-dessus. Donc, je voulais déjà rapidement vous entendre sur cette question avant de laisser la parole au public, quoi. Merci beaucoup, cher ami Fabrice, hein, pour cette question pertinente. Mais je pense que je répondrai sur deux niveaux. Bon, il y a d'abord le niveau politique et le niveau juridique. Alors, pour le niveau politique, je pense qu'il n'est pas anodin de préciser que généralement, ça peut dépendre de la volonté politique. Euh, euh, Moi, quand j'étais conseiller du garde des Sceaux, c'est parce que le garde des Sceaux de l'époque avait le réflexe communautaire. Il avait en tout cas des préoccupations communautaires et il est parvenu à convaincre le président de la République
Et moi également, de mon côté, j'ai exercé une certaine influence en tant que conseiller parce que je considérais que le Sénégal ne devait pas être un mauvais élève en étant un pays qui ne désigne pas une autorité nationale et aussi qui ne respecte pas les décisions. Et je suis parvenu à convaincre le garde des Sceaux qui a donné son accord et j'ai préparé une correspondance que le président de la République a signée, transmise à la Cour par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères. Et ça a permis de régler le problème, de cocher cette case. Donc, le niveau politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au sein des ministères, au sein des chancelleries, des conseillers juridiques qui ont ce réflexe peut-être de communautaire, de considérer qu'en réalité, l'exécution d'un arrêt de la Cour ou la désignation d'une autorité nationale ne porte rien atteinte à la souveraineté de l'État. Parce qu'en réalité, au fond, certains États considèrent souvent que la CEDEAO se mêle de beaucoup de choses, ou la Cour, en tout cas, s'insérerait. Je me rappelle d'ailleurs dans un débat national où des politiques ont pris la parole pour dire que la CEDEAO ne peut pas nous dicter la manière de faire, en oubliant que la Cour, la CEDEAO, c'est un engagement de l'État et c'est du droit intégré de l'État membre. Alors, le niveau juridique maintenant, c'est quand même de constater que la Cour de justice, peut-être dans l'indication de ces mesures ou dans la formulation des mesures d'injonction, la Cour peut-être devrait intégrer le réalisme juridique, ça c'est important, et aussi la réelle politique ou la réelle juridique. Car il ne sert à rien, par exemple, de demander à une junte militaire de libérer un président déchu, tout en sachant que ici, c'est de contrôler le pouvoir. Il ne sert à rien également de demander à un État de réviser sa propre constitution. Bon, on l'a vu, même pour la Cour africaine des droits de l'homme, dès lors que ça concerne des questions de constitution. Ici, le réflexe pour les États membres, c'est d'exprimer la réserve de souveraineté, de réagir. On le voit aussi même en Afrique de l'Est, avec la Cour africaine de l'Est, quand il s'est agi dans l'affaire Pyongyang, l'élection au niveau de l'Assemblée parlementaire, quand le Kenya avait désigné des représentants, lorsque la Cour africaine de l'Est s'y est opposée en disant que ça ne respectait pas les critères du traité, tout de suite, la réforme a été portée par le Kenya visant à éclater la Cour en deux chambres. Alors, c'est pour dire que je pense que les juridictions communautaires devraient intégrer, si vous voulez, cette logique, parce que dans nos espaces, il n'y a pas encore une véritable culture de droit. Ce n'est plus lors qu'elle se prononce, tout de suite, il n'y a pas de débat par rapport à l'exécution. Mais vous comprendrez que nos espaces communautaires restent encore des espaces de préoccupation démocratique, mais surtout aussi où la politique, j'allais dire, pour ne pas dire détermine le tout, mais semble un peu orienter le droit, ce qui fait que généralement, les juridictions nationales ou les juridictions communautaires fonctionneront lorsque les États membres le décideront. Je ne reviendrai pas sur quelques détails de réforme qui a compromis même l'action de la Cour de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui, la Cour de la CEDEAO est la seule juridiction au monde où vous verrez que les mandats des juges ne sont pas renouvelables. C'est un mandat de 4 ans avec un renouvellement intégral. Bon, ce qui pose aussi un débat de mémoire institutionnelle et de continuité jurisprudentielle. Voilà ce que je veux dire, ce que je peux dire, M. Fabrice, sur cette question pertinente. Merci. Merci, Dr. Fall, parce que le point du réalisme judiciaire ou du réalisme politique dans l'action de la Cour est très intéressant, parce qu'il ne sert à rien d'avoir de grandes ailes dans les énoncés et pour produire des arrêts matériellement inexécutables. Alors, on va ouvrir le chat. Il y a une question qui a été posée par M. Fodekari. Quelles précautions, je la lis pour nous tous, quelles précautions ou solutions consensuelles pour la Cour ou les États membres pour acceptation ou une applicabilité effective des décisions de la Cour? Je ne sais pas si vous l'avez devant vous, vous pouvez lire également, et je la Oui, reprends. tout à fait, tout à fait. Mhm. Oui. Quelles précautions ou Donc, solutions consensuelles pour la Cour ou les États membres pour acceptation ou pour une applicabilité effective des décisions de la Cour? oui, je pense que
si on doit rester dans le consensualisme, c'est d'abord la coopération. Et la coopération entre la Cour de justice de la CEDEAO et ses États membres, c'est d'abord d'instituer si vous voulez, la procédure active qui existe d'ailleurs dans le texte de la Cour, les États peuvent demander des avis, de favoriser aussi le renvoi préjudiciel, mais surtout aussi cette question de l'absence d'épuisement des voies de recours internes. Parce que, quelque part, oui, la CEDEAO en dispose. Hein, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut supprimer justement cette condition, c'est-à-dire saisir directement. La saisie directe ne serait pas forcément la meilleure option, mais je pense que l'idée, c'est pour les États, de considérer que la Cour de justice de la CEDEAO ne s'insère pas dans le mode de fonctionnement démocratique ou constitutionnel. Parce que, effectivement, lorsque c'est des arrêts qui demandent juste aux États de réparer la violation, payer une amende, les États ne manifestent pas docilité. Mais souvent, c'est lorsque la Cour leur demande de revoir leur droit national. Bon, une sorte de Cour suprême nationale. Mais la Cour, quand même, leur dit non, 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 moi, je ne contrôle pas vos actes de droit interne. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est que vous avez des obligations internationales en matière de protection des droits de l'homme. Et comme je dois contribuer à l'élimination progressive des obstacles à l'intégration, je dois veiller à ce que l'espace communautaire soit un espace où les droits de l'homme sont respectés. Maintenant, on peut discuter. Est-ce que cette question des droits de l'homme doit, a priori, lorsque le coq-chante, par exemple, que le particulier aille directement à Abuja, faire condamner son État et revenir pour demander l'exécution? Ou bien il faut permettre aux citoyens de saisir la première instance, l'appel, la Cour suprême, et après d'aller à la CEDEAO. Moi, je ne suis pas pour un modèle ou pour une préférence. Ce que je note, c'est qu'effectivement, il y a une défiance, j'allais dire une faiblesse de protection des droits de l'homme dans nos espaces, et que la Cour de justice, puisque l'intégration ne fonctionne pas au niveau économique, ou bien l'avancée au niveau politique aussi serait lente, la CEDEAO aussi, la Cour de justice se dit, ne serait-ce que sur l'intégration par les peuples, par le biais de la protection des droits de l'homme, je constitue quand même une sorte de soupape de sécurité pour rappeler aux États qu'il y a cette obligation. Fabrice, Oui, je vous vous reçois pas. m'entendez bien? Fabrice, Oui, vous me recevez? Ok. je vous Il y a reçois une autre, maintenant. J'étais coupé. oui, voilà. Il y a une autre question. Après, il y a Monsieur Fodekari qui rebondit, euh, en demandant si la souveraineté, souvent brandie par les États, ne constitue-t-elle pas une contrainte pour le respect des décisions par la Cour? Et puis, il y a une question précédente de Monsieur Fall, Ousseynou Fall, qui, après les remerciements pour l'excellente qualité de votre intervention, demande si la Cour de justice, la CEDEAO, dispose réellement des moyens nécessaires pour obliger un État membre à exécuter ses décisions lorsqu'il refuse de le faire. Donc, vous avez même pas abordé le sujet, mais bon, c'est toujours utile de revenir sur les réponses pour éclairer. Oui, tout à fait. Non, non, mais cher ami, je pense que la Cour n'a pas les moyens, hein, comme toute autre cour supranationale. La Cour rend les arrêts et rappelle tout simplement que cela dépendra des États, car cela relève de leurs compétences. Et la Cour dit qu'elle ne veut pas vraiment s'occuper de la question
de l'exécution de ces arrêts. Est consciente de ses limites, parce que intégré, et la culte en construction. Et donc, ici, c'est de plaider davantage la bonne foi des États et la coopération loyale aussi des États, la fidélité communautaire, parce que quand même, les refus d'exécution pourraient s'apparenter à une sorte de déloyauté vis-à-vis de la communauté. Maintenant, sur la souveraineté, cher ami, bon, je vois que mes étudiants sont connectés, mais je le dis souvent que la question de la souveraineté, on doit la manier avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce que, d'abord, en droit communautaire, on ne doit pas parler de souveraineté. D'ailleurs, il arrive souvent dans les droits nationaux que les gens parlent d'abandon de souveraineté, transfert de souveraineté ou même sacrifice de souveraineté. Ce n'est pas ça. La souveraineté, elle est ou elle n'est pas. Elle ne s'aliène pas, elle ne s'abandonne pas. Bon, je répète tout le temps ça à mes étudiants. Mais ce qui est quand même important de noter, c'est que en droit international, on ne peut pas invoquer sa souveraineté. D'ailleurs, la Cour internationale de justice, dans l'affaire Belgique contre Sénégal, en 2012, a rappelé ce principe. Le procès de Habré avait invoqué son droit interne, sa souveraineté, mais la Cour a rappelé tout de suite que ça n'est pas possible. Tout au moins, c'est des obligations qu'il faut exécuter. Parce que mais de compétences que l'État aurait déléguées dans le cadre justement d'une instance supranationale dans le but d'exercice en commun de cette compétence pour réaliser un objectif d'intégration. Merci Fabrice. Merci, cher Mustapha, cher Est-ce que Dr. vous me Fall. recevez? Oui, très bien. Alors Fabrice? Oui, je vous reçois très bien. Oui. Alors, j'aimerais savoir s'il y a d'autres questions dans le chat. Ok, parfait. Je ne sais pas, il n'y a pas de questions pour le moment. J'ai la main levée, je peux me permettre de prendre la parole. Oui, voilà, ce que je voulais Euh, dire. je voudrais rebondir un peu sur les, les réponses du docteur Fall tout à l'heure, qui pour moi me semblent tout à fait pertinentes. Pour rappeler aussi, il a parlé de coopération loyale ou de déloyauté communautaire en matière de non-respect de l'exécution des arrêts de la Cour. Je dirais que tout se retrouve à l'article 5, alinéa 3 du traité révisé de la CEDEAO, qui énonce, je me permets de le citer, chaque État membre s'engage à honorer ses obligations au terme du présent traité et à respecter les décisions et les règlements de la communauté. Alors, si les États membres de la CEDEAO ont adhéré ont ratifié ce traité-là, ça veut dire pour autant qu'ils se sont de droit soumis à la juridiction de la Cour. Et cela ne devrait faire l'ombre d'aucun doute. De telle enseigne que si un État ne respecte pas les décisions de la Cour, il il se positionne malheureusement en situation de manquement face au droit communautaire et donnera lieu forcément à un recours éponyme. Donc, de mon point de vue, tout se retrouve dans les textes, tout se retrouve dans le texte et je dirais aussi que une juridiction n'a pas vocation à s'assurer de l'exécution de ses décisions. L'office du juge s'achève au moment du prononcé de sa décision. L'exécution de sa décision ne dépend pas du juge, mais ça dépend des destinataires de sa décision. Le juge lui-même, il n'est pas destinataire de sa décision. Donc,
par nature, il n'a pas vocation à agir au-delà du prononcé de sa décision. S'il se pose maintenant un problème d'intelligibilité de sa décision, à ce moment-là, les requérants, ou à tout le moins les parties qui ont intérêt à cette décision-là, pourront introduire un recours en interprétation de l'arrêt rendu. À ce moment, la Cour aura l'occasion de préciser davantage sa pensée, de préciser davantage ce qu'elle a voulu dire dans le cadre du dispositif de son arrêt, et ceux qui auront en charge d'exécuter la décision le feront. Donc, c'est ce que je souhaitais ajouter. Et aussi rebondir un peu sur, là vraiment, je souhaitais appeler l'attention du docteur Fall là-dessus. Les États sont-ils réellement les seuls maîtres des traités? Si l'on sait que les cours, lorsqu'elles disent le droit, ont vocation à faire parler le traité. Et lorsque les maîtres annoncés des traités, qui sont les États, agissent, les cours de justice ou la Cour de justice de la CEDEAO les ramènent ou pas à l'ordre en leur disant voici ce que les textes et notamment le traité dit. À ce moment-là, qui est le réel maître du traité? Parce que généralement, on qualifie les États de maîtres des traités parce que c'est eux qui décident de faire ou de défaire le traité. Sauf que pendant que le traité vit, c'est la Cour qui dit à ces mêmes États ce qu'ils ont voulu dire dans le traité. Ça, c'était ma première question. Ma seconde question, c'est quelle est la différence que vous faites entre l'exécution et l'application des arrêts, entre parenthèses, de la Cour de justice de la CEDEAO? Est-ce que, de votre point de vue, il y a une différence entre l'exécution et l'application d'un arrêt? Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président, hein, pour cette question provocatrice, hein. Je pense que euh, vous connaissez mieux que moi que, effectivement, les États membres, en tout cas, le projet d'intégration, l'agenda d'intégration, repose sur la volonté des États. Bon, bien évidemment, les États décident. Pourquoi les États décident? Parce que la Cour de justice de la CEDEAO a fait face, si vous voulez, à une situation de crise, on va dire ça. Parce qu'aujourd'hui, la Cour doit fonctionner. Elle doit fonctionner avec des crédits, on va dire comme ça. Et ces crédits vont dépendre de ce que les États vont décider au niveau politique. Par exemple, pour l'augmentation du nombre de juges, pour le renouvellement au tiers, je peux allonger la liste. Ce qui fait que si les États membres veulent freiner le processus d'intégration, les États vont agir. Bon, tu connais bien le fameux tribunal de SADC, la situation. Mais je suis d'accord hein, qu'effectivement, les États ne doivent pas déterminer l'intégration sur la base de leur désirata, on va dire ça. Autrement dit, l'intégration n'a pas à satisfaire les caprices du prince. Hein. Mais il s'est trouvé que nos processus d'intégration n'ont pas encore atteint un niveau de légitimité, on va dire comme ça, au niveau d'intégration achevé, comme l'est l'Europe. Je donne l'exemple du retrait des États de l'AES. C'est regrettable. Mais ça a été une entorse au processus d'intégration. Quand bien même la CEDEAO cherche à marcher sans les États de l'AES. Mais c'est pour dire que sans les États, il n'y a pas d'intégration. Je dis souvent que le droit communautaire au Sénégal, c'est le droit sénégalais. Si vous allez au Cap-Vert, le droit de la CEDEAO, c'est le droit capverdien, parce que c'est du droit intégré. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que nos États comprennent davantage que l'idée même d'intégration
c'est d'aboutir à ce que Pierre Pescator avait appelé l'unité, l'égalité, la liberté. Alors, sur la deuxième question, oui, bien sûr, l'exécution, ce n'est pas l'application. Alors, l'application d'une décision de justice peut intégrer, peut plutôt comporter la logique pour un État, d'abord, de prendre acte de la décision ou bien de sa juridiction nationale, d'y faire référence. D'y faire référence. Par exemple, il est arrivé que la Cour d'appel de Dakar, dans l'affaire Khalifa Sall, après que la CEDEAO ait rendu une décision en disant que l'État du Sénégal, vous n'avez pas respecté vous n'avez pas respecté ce qu'on appelle un peu le droit à un avocat. Parce que dans le PV d'enquête, il n'y avait pas la mention de la présence de l'avocat. Mais la Cour d'appel de Dakar a annulé le PV, même si la Cour n'est pas allée plus loin en, si vous voulez, annulant toutes les procédures qui pouvaient aboutir à la libération de Khalifa Sall. Maintenant, dans l'exécution, moi je pense que on est dans une sorte de globalité. Maintenant, quand on dit exécution, c'est d'abord de voir est-ce que le dispositif de l'arrêt, dans son entièreté, le dispositif de l'arrêt, par exemple, lorsque la Cour condamne, c'est les demandes, lorsque la Cour enjoint ou lorsque la Cour ordonne, c'est de s'assurer que l'intégralité du dispositif est mise en œuvre. À partir de ce moment, on est plus ou moins dans l'exécution. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'exécution, il y a l'application. Mais toute application d'une décision n'est pas forcément son exécution, car l'exécution va même coiffer et qu'il faut même analyser avec la règle de l'autorité de la chose jugée. Merci. Le micro, monsieur le modérateur, votre micro est coupé. Oui, Ah oui. oui, d'accord, ça va. Mm. Alors, Abibatou Diaye qui demande si, que pensez-vous de ce que si la Cour reconnaissait aux individus le droit d'introduire un recours en manquement pour une exécution des arrêts par les États, cela changerait quelque chose à l'ineffectivité des arrêts de la Cour? Alors, c'est une question très intéressante. Euh, c'est vrai, mes étudiants aiment bien taquiner un peu la cour de justice de la CEDEAO. Euh, mais je pense que le recours en manquement, dans, dans sa version originelle, telle que présentée par le droit de l'Union européenne, le droit de l'Union, c'est un recours plus ou moins ouvert aux États et à la Commission. Bon, pour X raisons, parce que l'idée derrière, c'est de ne pas froisser de ne pas froisser la susceptibilité des États. Et ce qui fait que d'ailleurs, dans sa version originelle, il y a une phase diplomatique où on invite l'État à exécuter avant forcément d'engager la sanction judiciaire. Alors, moi, je pense que ce serait beaucoup plus logique que la Cour qui a condamné l'État sur la base d'un recours introduit par un particulier, parallélisme des formes, de ne pas forcément rejeter le recours du particulier en lui opposant le recours en manquement. Pourquoi? Parce que si on considère que le manquement ici, la notion de manquement peut être définie comme une violation d'une obligation d'un État membre. Violation d'une obligation. Bon, la non-exécution d'un arrêt, effectivement, c'est une violation d'une obligation communautaire. Mais sauf que si la Cour renvoie l'affaire, ou renvoie le particulier se balader, on va dire ça, le particulier n'a pas d'autre moyen. N'a pas d'autre moyen. Aujourd'hui, demander aux militants de la société civile, aux militants de aux la société militants de civile, la... aux militants de la... Allô? Allô, est-ce que vous me recevez? Oui, on vous Oui, reçoit. oui, oui, très bien. D'accord. Je disais que demander aux militants de la société civile de l'Amnesty internationale, qui avait introduit en 2021 un recours à la CEDEAO, la CEDEAO a dit à l'État du Sénégal, et il faut abroger votre arrêté, l'arrêté du ministre de l'Intérieur de l'époque, Ousmane Ngom. L'arrêté est là.
Il faut demander à l'époque Karim Wade qui est allé demander la suspension de l'État du Sénégal pour non-exécution d'un arrêt qui comportait la levée des mesures d'interdiction. Mais la Cour a chaque fois dit, non, 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 je ne m'en mêle pas. Maintenant, c'est là où effectivement je peux être d'accord avec ce que soulève Abibatou Ndiaye, qui fait partie de mes étudiants. Je pense qu'effectivement, cohérence pour cohérence, la Cour quand même devrait, ne serait-ce que trouver un moyen, soit d'inviter la commission pour constater le manquement, même si la Cour ne veut pas que les personnes physiques euh, fassent incursion dans cette procédure d'exécution des arrêts. Mais malheureusement, si la Cour botte en touche la question, il est clair que les arrêts resteront toujours à l'État sans être exécutés, tout en sachant qu'effectivement, la Commission aurait pu prendre ses responsabilités parce que le traité lui confère cette prérogative. Je ne vois pas aujourd'hui, est-ce que l'État béninois introduirait un recours à manquement contre l'État sénégalais pour non-exécution d'un arrêt dans son ordre juridique. Ça n'a aucun sens. Euh, Maintenant, il faut peut-être envisager dans la perspective des réformes. En tout cas, mais le recours à manquement ne peut pas être ouvert par les particuliers et la Cour l'a rappelé depuis l'affaire Kémy Pinheiro. La Cour insiste beaucoup sur cette distinction à faire entre recours en constatation de violation des droits de l'homme et recours à manquement ouvert par les États membres et non par les particuliers. En tout cas, c'est l'état du droit positif et l'état du droit communautaire. Merci. Merci, Dr. Fall. Deux autres questions. Une première question de Koumba Diouf, qui rappelle que vous avez évoqué l'absence de mécanisme de renvoi préjudiciel entre juges nationaux et Cour de justice de la CEDEAO. Alors, pensez-vous qu'un tel mécanisme pourrait réellement renforcer l'exécution des arrêts? La question de Koumba Diouf. Et il y a la question de Hadim Diaye qui demande si vous ne pensez pas qu'il est temps d'associer les médias, ONG et organisations de la société civile dans l'exécution des arrêts afin d'en avoir une exécution effective. En fait, là, c'est une question de vulgarisation juridique et d'accès au droit communautaire. Là. Mais merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que ça, c'est des questions très, très intéressantes. C'est de dire que le renvoi préjudiciel, malheureusement, n'est pas compris suffisamment par nos juridictions nationales. Le texte de la CEDEAO le prévoit. Hein, l'acte additionnel de 2025 prévoit que les juridictions nationales peuvent en tout cas interroger la Cour. Alors, ce mécanisme aurait pu fonctionner, par exemple, si, à l'occasion des affaires qui seraient pendantes et que le droit communautaire serait invoqué et que les juridictions nationales auraient des doutes quant à l'interprétation du droit communautaire, en tout cas, interroger la Cour de justice de la CEDEAO. Mais les juridictions nationales ne l'ont pas encore fait. Bon, maintenant, la limite aussi, c'est que la Cour, malheureusement, bon, je n'ai pas dit que les particuliers vont court-circuiter les juridictions nationales, mais généralement, les particuliers vont directement à Abuja. Bah, je dis que quand le coq va chanter à Makakoli Bantan ou à Amadou Onaré, hein, ou je sais pas moi, une partie du Sénégal, ils ne vont pas aller à la Cour suprême. Ils penseront qu'il faut aller directement à Abuja. Maintenant, le problème, c'est si on va directement à Abuja, effectivement, les juridictions nationales, généralement, ont tendance à ne pas forcément suivre les décisions de la Cour. Mais je crois que la perspective, c'est comme en droit de la CEDH, hein, le droit du Conseil de l'Europe, instituer cette procédure consultative entre juridictions nationales pour effectivement favoriser un peu ce dialogue, cette collaboration entre les juridictions nationales. Et je suis d'accord effectivement que ça peut être un bon point, c'est-à-dire l'utilisation, parce que les mécanismes existent, mais il faut que les juridictions nationales l'utilisent. Hein. Ça permet aussi de revenir sur la coalition qui devrait avoir, qui devrait se former autour de l'exécution des arrêts, la société civile, le Parlement, les médias. Mais il faut quand même le déplorer. Malheureusement, le droit communautaire souffre d'une chose, que ce soit ici ou ailleurs. Je parle sous le contrôle du président, je parle sous le contrôle de Fabrice. Vous verrez que peu de gens en parlent, peu de gens s'y intéressent.
mes étudiants peuvent également le constater, peuvent en témoigner. En réalité, le droit communautaire n'est pas encore ancré véritablement dans les mœurs. Ici, on en parle parce que ça concerne les droits de l'homme. Et les gens voient que la Cour est prompte à leur donner un titre de légitimité pour s'opposer à leurs États, notamment lorsqu'il y a une condamnation. Mais à partir du moment peut-être où dans les milieux universitaires, je crois que c'est un bon point, ou bien peut-être, comme vous le dites, les médias, les parlements nationaux, cette peut-être forme de coalition pourrait aider à plus intégrer cette logique que les arrêts de la CEDEAO, de plus en plus, devraient être exécutés. Je donne l'exemple du Sénégal. Tous les arrêts de condamnation, en tout cas concernant un peu le paiement de sommes d'argent, bon, l'État quand même a fait l'effort de les exécuter. Mais l'État traîne les pieds sur les abrogations de législation nationale qui seraient contraires aux droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme ou aux pactes internationaux. Merci. Merci, docteur Fall. Merci à tous les participants. Je ne sais pas s'il y a une autre question, une nouvelle question, éventuellement. Et, monsieur le modérateur, apparemment, vous ne voyez pas les mains levées. Léa, le Mal docteur être. Dial, qui avait Donc, la vous main avez la... levée, je ne sais pas s'il est encore là, parce qu'il a eu la main levée pendant un moment, mais peut-être dans... Oui, Oui, Monsieur le Président, oui, président. j'étais en train de conduire, mais je me suis arrêté rapidement. Donc, je voulais même couper la parole au modérateur pour faire un peu de dictature. Mais voilà, il a réussi de me donner la parole. Au contraire, c'est lui qui m'a fait la dictature. Maintenant que cela dit, j'aimerais féliciter quand même le docteur Fall pour cette brillante présentation. Mais comme Docteur Hulot. tout comme l'autre, la Cour de justice, la CEDEAO, et la CEDEAO elle-même dans sa démarche. Ce n'est pas que parce que je suis un État je viens d'un pays de l'AES, hein, mais ce sont les constats que j'ai faits. Alors, premièrement, Dr Fall lui-même disait que euh, la CEDEAO est la seule cour au monde qui a certains attributs, notamment par rapport au remplacement des membres de la cour de façon intégrale. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que, en composant notre droit communautaire, le fait que nos États se lancent dans des considérations extraordinaires qu'on ne voit dans aucune autre partie du monde, est-ce que cela n'est pas contributif à tous ces problèmes que nous voyons aujourd'hui au niveau de la CEDEAO? Puisque la CEDEAO elle-même a reconnu qu'il est temps qu'elle fasse des réformes parce qu'elle a frôlé, elle a frôlé l'implosion avec les problèmes liés aux États de l'AES. Est-ce que, quand je dis ça, je pense par exemple au protocole de 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie, qui est quasiment une constitution et n'existe nulle part au monde à part dans la CEDEAO. Donc, se donner un rôle qu'on sait pertinemment bien qu'on ne pourra pas jouer, moi, je pense que c'est un problème qu'il faut mettre sur la table. Secondo, quand vous voyez quand on fait le détour du droit comparé au niveau de l'Union européenne, moi je pense que si on voit que là-bas le droit marche un peu, c'est pour deux raisons principales. La première raison est, je pense que le docteur l'a dit quand il fait sa présentation, c'est qu'il y a une culture de l'état de droit qui s'est installée, une culture de la démocratie. Les gens se soumettent volontiers aux règles. Ça, c'est un premier point. Mais le second point aussi est que leurs économies sont imbriguées de telle sorte que si l'un d'eux reçoit des sanctions de la CEDEAO, pas de la CEDEAO, de l'Union européenne, excusez-moi, si l'un d'eux reçoit une sanction, cette sanction serait très, très dommageable pour son économie nationale. Je pense que c'est une ficelle sur laquelle l'Union européenne tire beaucoup en condamnant surtout les États
à payer des astreintes. Nous, malheureusement, au niveau de la CEDEAO, on n'est pas intégré à ce point. C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'il ne faut pas repenser les réformes et faire en sorte que, euh, enfin, qu'elles prennent en compte les réalités de nos droits? Voilà un peu les questions philosophiques que j'avais, mais vous-même, vous avez donné beaucoup d'exemples où les États ne respectaient pas le droit de la CEDEAO. Mais il y a aussi un paradoxe qu'il faut souligner là. Je prends l'exemple du Mali où, depuis 2008, l'UEMOA avait demandé à ce que les pays mettent en place une cour des comptes. Mais on n'a pas pu, aucun régime démocratique n'a pu. Il a fallu l'arrivée du régime de la dictature pour faire une nouvelle constitution, l'imposer et faire cette cour des comptes tant demandée, tantôt par l'UEMOA et appuyée aussi par d'autres structures comme l'OHADA. Donc maintenant, la question philosophique est, est-ce qu'il n'est pas temps que nous arrêtions de vouloir forcément tout changer, tout gouverner par la magie du droit écrit, mais qui en réalité ne reflète pas les réalités de nos sociétés, la façon dont on vit. Parce qu'actuellement, la CEDEAO est au bord de l'implosion. La CEDEAO est au bord de l'implosion. Je ne le souhaite pas, mais une crise comme celle que le Sénégal a connue tout juste avant l'élection du président du président Diomaye, n'eût été la promptitude de la justice sénégalaise qui a obligé le président Macky Sall à tenir les élections. Mais si le Sénégal était parti, ça était fini pour la CEDEAO. Donc, pour résumer, j'ai été un peu long, mais pour résumer, est-ce que ça sert à quelque chose de prendre toujours des droits extraordinaires que personne d'autre ne prend au monde, parce que nous savons que c'est impossible d'appliquer? Premier point. Second point, est-ce qu'on ne doit pas saisir cette opportunité pour réellement réformer l'organisation de sorte à ce que ça corresponde aux réalités que nos pays vivent? Et troisième point, j'aimerais, ça c'est une recommandation que je lance, est-ce que le président ne pense pas que tous ces débats qui sont issus de nos Coffee of Integration ne pourraient pas faire l'objet, je ne sais pas moi, de notes, de recommandations à l'adresse des plus hautes autorités de notre communauté? Voilà, donc j'en ai beaucoup à dire, mais comme je vous ai dit, je suis arrêté maintenant, je suis dans un supermarché. J'ai oublié un peu mes notes dans la voiture par la dictature du modérateur qui refusait de me donner la parole. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, docteur Dial. Merci, docteur Dial. Oui. En tout cas, dès son GT, docteur Fall, vous avez la parole. Je pense que la oui, dernière question est adressée au président de la société. Oui. Monsieur Dial a soulevé plusieurs problématiques. Hein. Bon, déjà, je pense que les processus d'intégration, de façon générale, hein, il y en a pas 1000. C'est vrai, pendant longtemps, on a considéré que l'intégration, c'était l'économie, hein, avec Ben Balassa, les différentes phases de l'intégration. Zone de libre-échange, marché commun, union économique et monétaire et union politique. Hein. Mais je pense que pour le continent africain, il est très difficile de suivre effectivement le schéma européen tout en sachant qu'effectivement la préoccupation majeure de nos États, c'est des préoccupations de démocratie. Parce que bon, rien qu'à voir à l'occasion des élections les tensions politiques, les crises politiques, parce que la CEDEAO, à un moment donné, effectivement, il y a un dévoiement du mandat de la Cour, il faut le dire, mais ce qu'il a expliqué aussi, c'est parce qu'à un moment donné, c'était des préoccupations liées, par exemple, à des chefs d'État qui sont déçus, par exemple. Des opposants politiques qui font l'objet d'arrestations. Une instrumentalisation des règles constitutionnelles à des fins de conservation du pouvoir. C'est là où peut-être le débat entre les États partisans, on va dire, de l'intégration de la CEDEAO et les États de l'AES devient intéressant. Entre considérer que la CEDEAO serait un club de chefs d'État
serait plus dans une bureaucratie plutôt que dans une démocratie, en ne condamnant pas systématiquement les révisions constitutionnelles qui seraient contraires à l'état de droit, et condamner fermement les coups d'État avec la fameuse tolérance zéro. Je me rappelle d'ailleurs de mon expérience personnelle en tant que conseiller du ministre des Affaires étrangères. Nous étions à la CEDEAO quand il y a eu le coup d'État au Niger. On était en pleine réunion de conseil, en pleine réunion de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et la question qui était posée, le premier ministre nigérien de l'époque avait réussi à sortir des frontières. Le siège du Niger était là. Le premier ministre qui était exilé, la CEDEAO a dit, attention, si on évoque la question nigérienne, cela signifie que la CEDEAO admet le coup d'État, autrement dit, va légitimer l'action de la junte et ouvrir des négociations également, signifie que la CEDEAO violerait ses propres textes. Donc les États membres ont considéré qu'il faut une tolérance zéro. Ce qui avait amené même la batterie de sanctions que certains avaient jugées, si vous voulez, inhumaines au plan si vous voulez, de l'impact par rapport aux citoyens aux citoyens de ces pays. Mais le problème, c'est que la CEDEAO, en adoptant le protocole de 2000 ans sur la démocratie et la bonne gouvernance, c'est que la CEDEAO a considéré que les principes de convergence constitutionnelle dans ces États-là, c'est la séparation des pouvoirs, l'organisation d'élections libres et transparentes, la question de l'immunité des chefs d'État, la question de la liberté de la presse. Et donc, il fallait tout simplement considérer que ces principes-là devaient faire l'objet de respect de la part des États membres dans l'espace. Je suis d'accord que lorsque la Cour de justice de la CEDEAO va jusqu'à dire dans l'affaire Cellou dans le Diallo, qu'effectivement, l'adoption de la constitution guinéenne sous Alpha Condé était contraire à l'ordre constitutionnel de la CEDEAO, car la nouvelle constitution contiendrait une clause de troisième mandat. On va dire comme ça, la remise en compteur. Bon, là, on peut dire, oui, mais que vient faire la Cour de justice sur ces questions constitutionnelles? Mais le problème, c'est que si la CEDEAO ne s'occupe pas de ces questions institutionnelles, il est clair qu'effectivement, personne n'en parlerait. Est-ce que l'intégration devait être à minima? On peut discuter. C'est-à-dire être dans une construction, on va dire, spillover. On ne va prendre que ce que les États membres nous donnent. On ne va pas aller plus loin. Ou bien, on doit considérer que l'intégration est un processus irréversible. Et l'irréversibilité de ce processus signifierait, en vérité, on ne peut pas faire moins sur la question des droits de l'homme. On ne peut pas faire moins sur la question de dire que le pouvoir doit être civil, ne doit pas être militaire. Bon, bien évidemment, la question des États de l'AES, je pense que pourrait amener effectivement ce que le collègue a rappelé tout à l'heure, la réforme de la CEDEAO. Alors, la réforme de la CEDEAO, c'est d'abord une réforme, effectivement, qui va intégrer, si vous voulez, la logique des États membres qui considèrent que on peut avoir une dictature dans un État membre sans que la communauté s'en occupe, ou bien même on peut développer si vous voulez, un régime illibéral, comme on l'a vu en Hongrie. Mais vous avez vu la réaction de la Cour de justice de l'Union européenne, c'était tout de suite de condamner la Hongrie et de considérer que la Hongrie ne respectait pas les valeurs européennes. Bon, bien évidemment, est-ce qu'ici on a des valeurs de la CEDEAO? Moi, je pense que c'est une réflexion qu'il faudra engager. Ça peut même faire l'objet d'un colloque, la réforme de l'intégration. Mais l'idée aussi, c'est de garder le réalisme en considérant qu'effectivement, les États membres, il ne faut pas les fâcher. Parce que lorsque vous les fâchez, la contrainte immédiate, c'est que les États vont tout simplement décider de boycotter. Hein. Il arrive souvent que les sommets de la CEDEAO, que des chefs d'État ne viennent pas. Et quand ils ne viennent pas, souvent, c'est difficile. D'ailleurs, le coup d'État qui devait avoir lieu, en tout cas qui a failli avoir lieu au Bénin, la réaction de la CEDEAO, c'était de dire attention, il ne faut pas que ce soit le coup d'État de trop, au point de voir, si vous voulez, la CEDEAO se transformer ou même le processus se désintégrer. Parce qu'il y a le phénomène également de monde, mais je pense que c'est des débats à avoir sur la légitimité de la réforme de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO doit enlever le protocole sur la bonne gouvernance pour ne plus s'occuper de ces questions constitutionnelles et renvoyer ça aux États membres?
Mais le problème qui se poserait aussi, c'est que les préoccupations de l'intégration sont des préoccupations des peuples africains, parce que la plupart des cautions africaines, d'ailleurs, prévoient même que les États membres ne ménageraient aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Par exemple, nous, notre président de la République, dans notre constitution, il prête serment. Et en prêtant serment, il insiste sur le fait que il ne ménagera aucun effort justement pour cette réalisation de l'unité africaine. Et je pense que c'est des débats à avoir, mais je pense que ce qui fait freiner l'intégration, je suis d'accord, c'est la logique du pouvoir, parce que aussi les chefs d'État veulent garder le pouvoir, et en voulant garder le pouvoir aussi, ça crée un peu cette situation difficile. Je me rappelle Mbalo, quand il était président de la Guinée-Bissau, il aimait souvent, lors des réunions de la CEDEAO, insister sur le respect des règles démocratiques. Insister en disant qu'on ne peut pas permettre à des États qui modifient la Constitution pour rester au pouvoir, venir chez eux. Voilà. Mais bon, finalement, lui-même, il en était victime. Bon, je pense que, monsieur le modérateur, c'est des questions intéressantes. Et là, je suis d'accord avec le collègue aussi. Peut-être les États africains doivent intégrer la logique de dire, effectivement, nous devons avoir notre propre processus, mais le problème, c'est pourquoi d'ailleurs je suis très réservé quand on évoque le sujet de la décolonisation du droit africain. Qu'est-ce qu'il faut décoloniser? Tout en sachant qu'aujourd'hui, la science juridique, les standards des droits de l'homme, de l'état de droit, sont des principes universels. L'état de droit est devenu une valeur. Hein. Je me demande comment on va décoloniser l'état de droit. Mais ce qui est quand même intéressant, et là, nous devons l'intégrer en tant qu'association, c'est qu'il faut davantage qu'on réfléchisse pour voir, surtout faire le bilan de nos processus d'intégration et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. En tout cas, la CEDEAO, moi, je trouve que c'est une formidable intégration, même si maintenant, la Cour de justice, effectivement, en s'intéressant à des questions, se heurte sur la réaction de certains États et en aucunement, ça ne devrait pour moi, constituer un frein. Mais je crois que les États de l'AES, tôt ou tard, et ça, on peut le dire ici, hein, vont revenir à l'intégration parce que c'est des problèmes qui sont communs et que les États ne pourraient pas fonctionner de manière isolée. C'est tout à fait lié. Merci. Monsieur le modérateur. Alors, on ne vous reçoit pas, Fabrice. Le micro. Oui, oui, merci beaucoup pour ces échanges très riches, effectivement. Au-delà de la question unique la question de la Cour de justice, de l'exécution des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, il y a une question de manière générale du modèle africain d'intégration qui se pose. Après, là-dedans, on parle des questions de décolonisation du droit ou dans un contexte de mondialisation, on est face à une circulation des modèles normatifs, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on retire? Il y a peut-être tout un débat à avoir là-dessus et toute une approche. Mais ce qu'on peut déjà dire, je pense qu'on peut s'en féliciter, c'est que la CEDEAO, quand même, au niveau des organisations régionales africaines, a mis haut, là-bas, haut au niveau des standards démocratiques et de bonne gouvernance et qui a justement tiré ou bien irrigué un certain nombre d'initiatives ou d'actions au niveau régional, y compris même, je pense qu'on peut même le lire à travers les actions ambitieuses de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais je pense que les échanges continueront davantage. Merci à tous et à toutes pour la qualité des échanges. Docteur Fall, merci. Infinie gratitude pour la richesse de l'intervention, la clarté des Merci. analyses et surtout la qualité des perspectives ouvertes à la suite des réponses. Nous recommandons vivement votre ouvrage sur les cours de justice africaine et l'intégration. Ah oui. Non, tu me permets peut-être de prendre un exemple. Oui, oui. Je pense que attendez, est-ce que j'allais ici, si ce n'est pas loin? Peut-être qu'un étudiant le gagnera en concours dans quelques jours. Ah oui. Je me demande même d'ailleurs, parce que, attendez, voilà, ça, je pense que... Voilà, c'est ça, il est très bien visible là. Les cours de justice exact. africaine et l'intégration, publiés chez l'Harmattan. C'est ça, exact. Avant-propos du Ça peut professeur toujours être Ismaïl utile. Lamadior Fall. Oui, Oui. oui. Aliou Sall
Jean-Christophe Barboteau. Ça peut toujours être utile hein, Oui, pour ceux tout à qui fait. veulent comprendre un peu les cours de justice. D'accord, super. Nous le J'invite recommandons aussi à vivement. Monsieur le Président d'en faire de même. Hein. On en a parlé aujourd'hui. Hein. On attend vivement aussi son cadeau. Hein. C'est ça. Alors, merci à tous. Monsieur le Président, il y a une recommandation qui est sortie des échanges sur l'idée de faire des propositions ou des recommandations aux instances sous-régionales africaines issues de nos échanges lors de ces Coffee of Integration. Donc, Dr Fall, vous avez un dernier mot avant de nous quitter? Bon, moi, je dois quand même remercier l'association. Je dois avouer, hein, pour ne pas dire me confesser. J'aime pas trop parler du droit communautaire. C'est quand même bizarre, hein. Parce que euh, je dis souvent à mes étudiants, il ne faut pas qu'on vous colle une discipline. Il ne faut pas qu'on vous colle une discipline. Bon, ce qui fait que je m'étais un peu réservé sur les sujets de droit communautaire. D'ailleurs, l'association, je dis souvent au président, écoute, mais euh, je ne voulais pas en parler. Parce qu'on disait tout le temps, parfois, il faut faire un peu le deuil. Hein. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que l'association vraiment donne l'opportunité d'interconnecter le continent. Moi, je suis très content quand je vois la partie maghrébine, la partie Afrique de l'Est, la partie sud, la partie centrale évoquer la question de l'intégration. Ça montre que le droit communautaire africain a un avenir. Je me rappelle d'ailleurs, notre professeur nous disait que s'il y a un droit du devenir et de l'avenir, il nous le disait en première année, c'est le droit communautaire. Et justement, on se rend compte de ça dans tous les aspects de la vie nationale. La question communautaire revient. C'est pour cela que je pense que pour nos universités, il faudrait que davantage l'association soit connue. Nos étudiants puissent également intégrer et parler de cette association. Parce que l'Europe aussi s'est faite autour de ça. Hein. Je me rappelle depuis Pierre-Henri Tertegen, hein. Quand il y a eu l'Europe, tous les universitaires avaient même abandonné les thèses en droit administratif pour faire des thèses en droit communautaire. Et l'Europe, justement, s'est développée autour du droit. L'Europe par le droit et donc il faut une Afrique par le droit. Et je pense que le droit communautaire est le bon moyen. En tout cas, moi, j'en suis convaincu, après quelques années de pratique. Donc, c'est pourquoi je voulais vraiment saluer l'association, saluer son président, vraiment très dynamique, très disponible, qui ne se résigne pas à la tâche. Je crois que c'est un bon président. Te remercier aussi, Fabrice, hein, pour ta disponibilité, ta maîtrise aussi de la chose. Hein. Je pense que tu es un grand spécialiste, même si tu ne te révèles pas. Vraiment, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Je voulais aussi remercier mes étudiants hein, qui sont en ligne. Je vois il y en a quelques. Et je rappelle que aussi, c'est des étudiants qui s'intéressent au droit communautaire, qui aiment le droit communautaire. Je dis souvent, je ne veux pas vous influencer, mais je sais que le droit communautaire, c'est un terrain vierge qu'il faudra labourer et qui permettra d'avoir une meilleure formation juridique et d'être utile à l'université et à la cité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà qui est dit. Alors, mesdames, messieurs, chers participants, je vous remercie toutes et tous de votre présence et votre attention. Merci et de nouveau encore. Et à bientôt. Au revoir. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci. À bientôt. Merci. Merci, Président. Merci, Président. Merci.